Bonsoir, nous sommes le lundi 24 novembre. Dans une semaine, ce sera mon anniversaire. Il est près de 19 heures. Je vais vous parler de la question de la création et de, je dirais, la vulgarisation du mot création. Les gens ont une fausse idée de la postérité. Ils croient que des gens comme Beethoven, ce sont des gens tout simplement qui ont fait des œuvres remarquables, d'une très grande beauté, etc. etc. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que l'on retient essentiellement, c'est l'apport, c'est-à-dire le progrès que ça a provoqué. Il n'y a pas de véritable création d'importance qui ne renouvelle pas le genre. Une création, entre guillemets, qui ne ferait que reprendre exactement les mêmes schémas que ce qui est déjà en cours, ce ne serait pas une vraie création. Mais si on prend le mot création au sens le plus basique du terme, il est clair que quelqu'un qui fait quelque chose, il est déjà dans la création. Donc, la stratégie de certaines personnes qui veulent brouiller les cartes, n'est-ce pas, c'est tout simplement de qualifier de création à peu près n'importe quoi et de mettre sur le même pied tout ce qui peut porter le mot création. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie langagière. On profite de l'imprécision du langage pour en faire une sorte de science, en quelque sorte. Si le langage ne précise pas, cela signifie que la réalité ne le précise pas et ne le comporte pas. Non, mais je ne plaisante pas. Effectivement, alors, il suffit que pour une raison ou pour une autre, dans le langage courant, il y ait certaines distinctions qui ne se fassent pas, pour que l'on dise, eh bien, si ces distinctions ne se font pas, c'est qu'elles n'ont pas à se faire, tout simplement. Qu'on ne peut pas les faire. Si elles devaient se faire, on le ferait. Donc ce sont des gens qui ont un bagage culturel et historique qui se réduit en quelque sorte à un certain petit bagage de langage. Et si dans une langue donnée, on ne peut pas préciser les choses, eh bien on va dire que le réel est conforme à cette imprécision. Par exemple, en français, il y a des expressions, par exemple aimer, même le verbe aimer, on peut aimer n'importe quoi. On peut aimer aller à la pêche. On peut aimer les sandwichs au je sais pas quoi. On peut aimer une femme. On peut aimer ses enfants. Est-ce que pour autant, parce qu'on va utiliser le même verbe, cela désigne des mêmes choses et les mêmes réalités? Eh bien, finalement, beaucoup de gens n'ont aucun scrupule à en tirer des conclusions à ce niveau-là. Ils disent voilà, bon, voilà. On emploie ce mot-là, bon, bah, si ce mot-là est employé, on l'emploie, et puis ça vaut pour n'importe qui. Donc, on est obligé à ce moment-là d'ajouter des précisions par processus adverbial, par processus adjectival, de façon à distinguer certains mots en précisant que ces mots ne veulent pas dire exactement la même chose selon qu'on y rajoute ceci ou cela. Bon. Mais, par exemple, le verbe aimer, bon, bah, on ne précise pas spécialement. Mais les gens, contextuellement, ils voient bien que c'est pas la même chose. Un grand amour pour un homme ou pour une femme, c'est pas la même chose que le grand amour pour le tennis ou pour la pêche à la ligne. Mais c'est vrai qu'il y a le verbe aimer, que dans d'autres langues d'ailleurs, on n'utilise pas de cette façon. Les Anglais, par exemple, ils distinguent like et I love, I like. On pourrait aussi en français le faire. On pourrait dire j'aime bien déjà. Ça me plaît que, ça me plaît de, mais généralement, donc ça dépend des langues. Dans chaque langue a ses points faibles. Et donc dans chaque langue, on peut trafiquer la perception du réel en jouant sur le fait qu'on ne distingue pas ceci ou cela. Par exemple,
si à un moment donné, euh, on ne précise pas qu'il s'agit des hommes et des femmes, eh bien, à ce moment-là, voilà, on va dire, bon, ben, alors c'est vrai pour les hommes et les femmes. Le fait d'employer un masculin, certains vont dire, ah, bah, puisqu'on emploie le masculin et pas le féminin, si on n'a pas précisé, c'est que c'est pas à préciser, etc. On peut jouer comme ça indéfiniment sur les langues, c'est pas très intéressant ni très porteur, mais ça marche. Ça marche, ça fonctionne pas mal comme expédient, comme stratagème. Donc pour revenir à la question de la création, effectivement, il vaut mieux ne pas employer des mots qui sont galvaudés, c'est évident. Hein. Mais à ce moment-là, il va falloir préciser le langage. Hein, dire, voilà, c'est un. Si je dis c'est un créateur, bon, c'est un créateur. Bon, ben, Dieu aussi est un créateur. N'importe quel imbécile qui fait des chaussures est un créateur, que ce soit le pionnier ou un épigone qui reprend les mêmes recettes. Voyez-vous, dans ce domaine-là, il faut bien reconnaître à la limite, dans ce domaine-là, il n'y a pas énormément de précision. Et c'est ce manque de précision qui permet des débordements, qui permet des dérives, qui permet de croire qu'on peut décrire la réalité avec ce langage qui est totalement imprécis et insuffisant, et d'en tirer des conclusions exorbitantes et hallucinantes sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, et tout comme ça, ou de différence entre les grands créateurs et les petits créateurs. Effectivement, bon, c'est pas la même chose. Hein. Donc le grand créateur, c'est quelqu'un dont l'œuvre va marquer les esprits des gens, dont l'œuvre va influer sur tout un ensemble d'autres chercheurs. C'est pas simplement un chercheur. Par exemple, là, j'ai un bouquin sur Michel Foucault. Le titre est intéressant. Un héritage critique. Effectivement, il y a des gens qui ont des héritiers. Hein. Ils ont des héritiers. Donc c'est pas simplement être un créateur. Et pour savoir si quelqu'un a des héritiers, il faut quand même peut-être prendre un peu de champ, ou s'il n'en a pas. Donc il a des héritiers, il a marqué d'autres chercheurs. Là, on peut dire que c'est un créateur, mais il n'y a pas. Il manque, il y a un langage qui fait défaut quelque part. On va dire c'est un grand homme, c'est un grand philosophe, c'est un grand ceci. Alors on va mettre le mot grand en avant pour distinguer du petit. Un grand maître, un petit maître. Bon, des choses comme ça. Bon, mais il faut le temps, et effectivement, il y a deux facteurs qui jouent. D'une part, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent cet auteur, c'est un critère, qu'ils soient eux-mêmes créateurs ou pas, et puis le nombre de créateurs, si on peut employer ce mot-là, qui sont marqués par cet auteur et qui s'y réfèrent, ou en tout cas dont la pensée, dont la création semble explicitement s'y référer, que ce soit explicitement ou implicitement. Voilà. Donc Michel Foucault, c'est un bon exemple de ce que j'entends par quelqu'un qui a de l'impact. Et là, il faut bien reconnaître ce qui est, si on met la barre suffisamment haut à ce niveau-là, on est obligé de constater que les femmes ont très peu marqué, en ce sens-là, des générations. Hein. La pensée féminine est une pensée un petit peu, si vous voulez, quand on n'est pas soi-même, quand on n'a pas une certaine incandescence, quand on n'avance pas, quand on n'ouvre pas des voies, quand on n'est pas dans l'avant-garde, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on vous suive, puisque de toute façon, vous ne faites que des choses que tout le monde connaît. On ne peut suivre quelqu'un que s'il s'est détaché. Dans le Tour de France, on va suivre quelqu'un parce qu'il est en avance, parce qu'il a pris de l'avance. Donc déjà, il faut que la personne soit un pionnier. Le mot pionnier me paraît beaucoup plus intéressant que le mot créateur. Il faut que ce soit un pionnier dans sa façon de faire, qu'il se démarque, c'est très important aussi, qu'il se démarque du peloton, et qu'il y ait des gens qui veuillent le rejoindre. C'est cela qui joue. Donc, si on ne met pas toutes ces conditions en avant,
eh bien, en effet, à ce moment-là, on met la barre très bas et on se fait beaucoup d'illusions et on prend des vessies pour des lanternes.